pourrait dire que dans les décennies de l'après 1945, il y avait 3 grands instruments pour gérer l'environnement. Il y avait les parcs naturels, les réserves pour s'occuper d'une nature qu'on voulait préserver dans un état qu'on pensait être un état protégé d'origine sauvage. Ces réserves et ces parcs étaient des politiques des États coloniaux d'abord, avec tous les problèmes que ça pouvait poser d'exclusion des populations locales, puis ensuite les États indépendants qui ont des agents armés qui luttent contre les braconneurs. Donc on est bien dans une politique publique avec des acteurs publics. 2 autres instruments, c'était les normes techniques, d'imposer aux industriels qui polluent dans une de leurs activités de polluer en dessous d'un certain niveau ou d'utiliser uniquement certains procédés et pas d'autres. Donc là encore, c'est la puissance publique qui dicte des règles que les acteurs privés sont obligés de suivre. Et 3e outil, c'était la taxe. Lorsque, par exemple, les normes sont dépassées, les industriels qui émettent des polluants payent une taxe pour participer au financement des dépollutions, par exemple. Donc dans les 3 cas, on a des outils de politique publique qui correspondent à une période de l'après-guerre où l'État est un peu l'arbitre de la négociation sociale, du partage des richesses et joue un rôle de régulateur et de chef d'orchestre de l'économie. Effectivement, depuis les années 70, on a un reflux de cet État, un reflux de ce qu'on appelle le modèle fordiste, d'un État régulateur qui redistribue les richesses et qui donne des règles du jeu à l'économie. Ça s'est traduit dans tous les domaines. Le marché du travail a changé, les politiques monétaires, les politiques de crédit, mais ce tournant qu'on peut appeler le passage d'un modèle fordiste à un modèle néolibéral se retrouve aussi dans le domaine des politiques de l'environnement, puisqu'on a vu apparaître, en plus des 3 outils de politique publique dont je vous ai parlé, de nouveaux instruments qui sont basés sur le marché. Le moment clé, c'est évidemment les années 70-80 aux États-Unis. Alors, il faut voir que les années 65, 72, 73 sont des années de grandes victoires pour les mouvements environnementaux, de construction de nouvelles régulations, de nouvelles institutions. Autour de 1970, quasiment tous les pays du monde créent un ministère de l'environnement. Il y a toute une série de lois qui sont mises en avant pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la protection des espaces et des espèces. Donc la décennie 65-75 qui est une décennie d'avancée des régulations environnementales, dans un contexte plus large qui est celui qui est la lutte des droits civiques, la lutte contre la guerre du Vietnam, où il y a un certain nombre de conquêtes environnementales et de conquêtes de droits de l'homme, de droits des femmes également, qui se sont obtenues dans cette période-là. Ça va faire très peur à un certain nombre d'organisations industrielles, de lobbies, qui vont essayer de mettre en place un contre-mouvement, un contre-feu à ces avancées environnementales. C'est ce que les historiens américains appellent l'environmental backlash, donc le retour de bâton environnemental. Un ensemble de groupes économiques et idéologiques extrêmement puissants qui vont essayer de revenir en arrière par rapport aux régulations des années 60-70. Ce retour de bâton environnemental commence dès 1973 avec la création d'un think tank, d'un groupe de réflexion ou de pression qui s'appelle la Heritage Foundation, qui est créé par des conservateurs qui considèrent que Nixon est trop à gauche, qu'il est trop écolo. La même année se crée la Pacific Legal Foundation, qui est un cabinet d'avocats financé par l'industrie, les entreprises minières, forestières, des millionnaires conservateurs, qui vont financer des procès contre toutes les mesures réglementaires environnementales de l'Environmental Protection Agency et des autres services administratifs des administrations des États américains. Ce mouvement de lobby et de contre-attaque juridique va se généraliser avec la création d'une coordination en 1975. Donc on a des contre-attaques juridiques,
on a des think tanks, donc vous avez la Heritage Foundation, puis l'American Enterprise Institute. L'American Enterprise Institute, par exemple, en 1978, publie un rapport qui évalue le coût des régulations environnementales de l'État fédéral à 100 milliards de dollars. Alors, on est dans une période entre les deux chocs pétroliers, la montée de l'économie japonaise, les Américains ont perdu la guerre, ils sont angoissés sur leur compétitivité et se développe un certain discours qui attaque toutes les régulations environnementales comme étant responsables d'une situation de crise aux États-Unis. Alors ça, c'est vraiment dans le domaine de l'espace public, mais même dans le domaine universitaire, il va y avoir un travail idéologique qui est fait. Il va y avoir tout un courant qui s'appelle le courant Law and Economics, qui est financé par une autre fondation conservatrice qui s'appelle la John Olin Foundation, qui va donner des centaines de millions de dollars pour un groupe de juristes et d'économistes qui vont mettre en avant l'idée que l'État, l'État fédéral notamment, n'aurait pas le droit d'édicter de nouvelles lois, de nouvelles mesures, s'il n'a pas fait une évaluation coût-bénéfice des effets sur la croissance et l'économie américaine. Donc on n'a plus le droit de faire une mesure environnementale si elle enlève un point de croissance au pays. Donc une sorte de carcan économiciste dans toute initiative politique du côté de l'environnement. C'est aussi justement dans ce contexte-là que les premières propositions de chercheurs, des économistes, a créé des market-based instruments, donc des instruments basés sur le marché. Et cette contre-offensive anti-écologique, elle commence de façon déjà très forte en 1973, lorsque se créent un certain nombre de think tanks néolibéraux, conservateurs, qui considèrent que Nixon est trop à gauche et trop écologiste. Ça va être la Heritage Foundation, ça va être le American Enterprise Institute. Se créent également des cabinets d'avocats payés par les grandes entreprises et par des milliardaires conservateurs pour faire des recours et contre-attaquer juridiquement les réglementations et les lois de régulation de l'air ou de la qualité de l'eau par l'EPA, l'Agence américaine de l'environnement. Donc ça, c'est 1973 également. Et en 1978, l'American Enterprise Institute produit un rapport qui chiffre, selon elle, le coût des régulations environnementales fédérales à 100 milliards de dollars. Alors on est dans un contexte où les États-Unis viennent de perdre la guerre du Vietnam, où ils ont peur de la montée de l'économie japonaise, et où on a peur, où on est entre deux chocs pétroliers, le chômage qui commence à arriver, et on a peur pour la compétitivité de l'économie américaine, et on va accuser les régulations environnementales d'en être responsables du côté des discours conservateurs. Ce chiffre des 100 milliards va être repris par la Heritage Foundation en 1980 dans un rapport qui va être le rapport phare pour Reagan, qu'il va distribuer à tous ses collaborateurs en arrivant à la Maison Blanche. Et Ronald Reagan lui-même dans sa campagne a dit très clairement qu'il fallait dégraisser l'État. Sa cible, c'est le big government. Il faut dégraisser l'État, il faut libéraliser l'économie, et c'est vrai pour tous les domaines, y compris pour l'environnement. Et il a un discours très anti-écolo. Il disait, si les écolos et les régulateurs de l'EPA, si on les laissait faire, on serait obligé d'habiter dans des terriers et dans des nids. Donc lorsque Reagan arrive à la Maison-Blanche, il distribue ce rapport à tous ses collaborateurs et il va mettre en place une politique de régression des régulations environnementales. L'agence, la Environmental Protection Agency, va voir son budget diminuer de 20 à 25%. Il en confie la direction à un de ses proches qui est chargé d'en organiser la casse. Il va assouplir toutes les régulations sur l'exploitation forestière, sur la loi sur l'air et les pollutions de l'air. Et c'est là que se mettent en place aussi également les premiers instruments de marché. On pourrait dire qu'entre le sommet de la Terre de Stockholm en 1972 et celui de Rio en 1992, on voit l'environnement plutôt comme un bien public mondial.
C'est vraiment une vision un peu social-démocrate. Le rapport Brundtland, c'est une ministre social-démocrate. C'est plutôt cette conception-là qui domine, avec l'idée que des politiques internationales, multilatérales, publiques, peuvent améliorer la situation. Dans les 20 dernières années, on a au contraire un tournant néolibéral, si vous voulez, où on pense que les politiques multilatérales ne fonctionnent pas. La preuve, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un protocole sur le climat. Et donc finalement, les seuls acteurs efficaces, c'est les acteurs privés. Les seuls outils qui marchent, c'est les outils de marché. C'est l'intérêt individuel qui est la seule façon de réguler les choses, y compris dans le cas de la nature. Et donc il faut donner une valeur marchande à la nature pour la sauver. L'ONU n'a plus d'argent, donc on fait appel aux grandes entreprises pour financer les actions de l'ONU. Ces grandes entreprises, elles disent on veut bien sauver la planète avec vous, mais il faut que ça nous rapporte. Et donc il faut faire en sorte que la protection de la nature soit un business rentable. Donc c'est l'idée du gagnant-gagnant, grande invention idéologique. Il faut sauver la nature et gagner de l'argent à la fois. Donc il faut fabriquer de toutes pièces de nouveaux types de marchés par lesquels on peut faire du profit en protégeant la nature. Alors un exemple de ce tournant-là, c'est une proposition qui est parue dans la revue Nature il y a 1 an et demi, de créer un nouveau marché de la baleine. Ça part de l'idée que malgré toutes les conventions internationales pour éviter qu'on pêche trop de baleines, on en pêche 1000 à 1500 chaque année. Ils ont évalué ça à peut-être 30 millions de dollars. Ils ont aussi évalué les dépenses des activistes écolos, Greenpeace, Sea Shepherd, qui essayent d'empêcher la pêche à la baleine, et ils disent en tract, en bateau, en opération coup de poing, ils dépensent peut-être 20 ou 25 millions d'euros. C'est totalement improductif, leur tract, ça a un impact carbone. Finalement, ces activistes ne servent à rien. Ils dépensent beaucoup d'argent pour une efficacité environnementale très limitée. Et donc, ce que proposent ces économistes, c'est vraiment un archétype de la pensée néolibérale, c'est de payer les pêcheurs de baleines à ne pas pêcher les baleines. Donc comme ça, les pêcheurs font leur profit, les ouvriers des bateaux de pêche gagnent leur salaire, mais les grandes ONG vont collecter des fonds, ou de certains États, pour acheter une baleine. Ça vaudra entre quelques dizaines de milliers d'euros et quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, dans ce modèle-là, qui ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, si on pêche moins de baleines, comme il y a des consommateurs, elle va coûter plus cher, et donc les pêcheurs vont quand même avoir envie d'en pêcher d'autres. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est le modèle idéologique qu'il y a derrière. L'idée, c'est que les défenseurs de la baleine, Greenpeace, etc., sont inefficaces, qu'ils sont improductifs, que ce sont des purs oppositionnels, des écolos infantiles, et que c'est pas comme ça qu'on sauve bien la nature. Pour bien sauver la nature, il faut qu'ils deviennent des clients ou des payeurs. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus qu'un marché. Et ça, c'est vraiment l'horizon idéologique de ces instruments de marché.